Est-ce qu'il y en a? Oui, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis présenté déjà. En bas, je suis Baptiste Delvary, le président et fondateur de l'association, qui a donc pour but de promouvoir le développement professionnel, l'idée d'aller voir ailleurs ce qui se fait, dans d'autres classes, dans d'autres écoles, dans d'autres pays, de sorte à toujours s'améliorer, toujours innover dans sa classe. Innover pourquoi? Pour améliorer ses techniques et du coup devenir des enseignants toujours plus excellents et plus performants au long de sa carrière. Donc on fait ça, on fédérant les idées qui existent déjà en vous les présentant par le biais du blog, par le biais du forum en ligne qui est accessible aux membres pour pouvoir se soutenir les uns les autres et échanger des idées, et par le biais d'événements comme celui-ci, et donc des colloques, un colloque annuel qui aura un thème différent chaque année et une conférence mensuelle. Donc la prochaine est le 16 novembre à l'Athénée municipal à 19h. Ce sera Comédie, une école de langue par le théâtre qui viendra nous apprendre comment le faire dans notre propre classe. Cet après-midi, il y a des ateliers. Les ateliers, je sais que certaines personnes ne se sont pas encore inscrites. On mettra la fiche d'inscription à côté du thé café ou dans le couloir là. Donc vous pouvez le faire à la pause. On va avoir 2 conférences, ensuite une petite pause, puis une dernière conférence avant d'aller déjeuner. Pour ceux qui sont inscrits au déjeuner, Villa Ferretti, au cas où vous ne savez pas où c'est, on peut y aller à pied depuis ici, on sort de l'école, on tourne à gauche vers les boulevards, on tourne à droite au boulevard, c'est juste après le leader. Donc je pense que c'est tout pour ce qui est logistique. Juste une question pour les conférences mensuelles. Ouais. On va recevoir des notifications au fur et à mesure, mais il faut s'inscrire quelque part. On reçoit des notifications. Comme ça, tout le temps. C'est que pour les membres? Non, c'est pour tout le monde. Est-ce qu'elles sont payantes ou pas? Les conférences mensuelles sont gratuites. Et pas pour le moment. Si vous voulez faire des dons, c'est encore mieux pour faire fonctionner l'association. Si vous avez besoin de toilettes, ou comme vous n'avez pas vu hier, c'est la première porte à gauche lorsque vous sortez de cette salle. Donc la première conférence de ce matin, c'est J.L. Percher qui a fait un tour du monde des systèmes éducatifs. Elle est allée dans 18 pays différents, elle enseigne dans le public. Elle a pris une année sabbatique, imagine on appelle ça, une année de disponibilité, pour faire un tour du monde, voir comment ça se faisait ailleurs justement. Et donc elle va nous présenter les 4 écoles qui l'ont le plus frappé, en tout cas qu'elle voulait partager avec nous aujourd'hui, bien qu'elle en ait vu plus, puisqu'elle est allée dans 18 pays différents. Donc voilà, Juliette Percher qui va nous présenter ce livre. Merci beaucoup. Donc effectivement, je m'appelle Juliette Percher, j'enseigne en REP+, en banlieue parisienne depuis... C'est ma 4e année, enfin j'enseigne depuis 5 ans, et là c'est ma 4e année dans cet établissement. Et je voulais vous présenter, en fait, du coup, comme je disais, j'en ai rajouté 5 initiatives qui m'ont beaucoup plu dans ce tour du monde. La première, c'est du coup en Inde, et cette école m'a permis de repenser le rapport de l'élève avec la société, puisque l'ambition de cette école, la Riverside School, qui se situe à Ahmedabad, le lieu de l'ashram de Gandhi, cette école se place sous le signe de la citation de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc elle pousse les élèves à devenir acteurs réellement de changements citoyens. Du coup, on le voit là, plusieurs. Donc là, on a Gandhi, You must be the change you wish to see in the world. Et donc il y a effectivement tout le temps cette injonction à s'inscrire dans la société, à changer les choses, etc. Et du coup, j'ai pu discuter avec des élèves. En fait, tous les enfants s'engagent dans des projets chaque année pour changer, pour résoudre des problématiques sociétales. Donc on a... moi, je suis arrivée à un moment où justement c'était la fin d'un projet autour de... il y a eu des inondations durant le mois de juillet en Inde. Et les élèves de CE1 s'étaient tous mobilisés pour créer une grande collecte au sein de l'établissement, contacter des associations pour faire le transfert de la collecte aux gens qui en avaient besoin, qui étaient sans abri. Et moi j'arrivais justement à ce moment-là où en fait tous les dons étaient dans la cour de récréation et puis l'association allait passer pour les envoyer.
C'est quand même des enfants de CE1, je me le rappelle, hein, qui se sont occupés de absolument tout, de décider de l'idée, on va faire une collecte, passer dans les classes pour dire voilà notre projet, créer des flyers pour dire, pour expliquer ce qui s'était passé, appeler l'association pour créer des liens, et ensuite repartager, parce qu'il y a aussi cette idée de share à la fin, de repartager la réussite de cette collecte. Et du coup, c'était vraiment chouette parce que j'arrivais vraiment à ce moment-là. Puis en discutant avec un élève aussi, j'ai pu voir que en fait, chaque année, il y avait des problématiques différentes. Et lui, il avait participé à aussi une autre problématique qui était le travail des enfants. Et pendant une journée, il s'était mis à la place des enfants à rouler des bâtons d'encens et à les confectionner et à les mettre en petits fagots. Et ensuite, du coup, ils avaient réalisé toute la problématique que c'était de travailler d'enfant, de rester assis toute la journée sans avoir de pause, sans avoir de moment de répit. Et ensuite, par la suite, ils avaient aussi organisé à nouveau toute une campagne de sensibilisation auprès de l'établissement et dans la ville d'Ahmedabad. Et du coup, les élèves prennent vraiment place dans la ville. Pareil, il y avait aussi toute une organisation auprès des élèves qui prenait en charge l'animation des parcs de la ville parce qu'ils s'étaient rendus compte que les parcs étaient complètement pris par les personnes âgées qui venaient là juste pour faire leur marche, mais que les enfants n'y avaient plus accès, n'osaient plus y aller, etc. Donc, un dimanche par mois, ils organisaient des activités toute la journée dans le parc de leur voisinage. Et c'était quelque chose qui était lancé par les élèves de l'établissement. Et dernière chose, du coup, en descendant, une enseignante d'anglais s'est dit, moi je vais utiliser aussi cette technique pour... je trouve que la librairie, la bibliothèque, elle n'est pas assez belle, assez accueillante. Et du coup, elle a fait participer les élèves à la recréation de cette bibliothèque. Et du coup, en partant du plaisir des élèves, c'est eux qui ont choisi entièrement la décoration avec ce petit coin très confortable et un gros fauteuil, etc. Des points où on met en valeur la littérature et puis ce petit passeport que je trouvais assez chouette, où en fait, qui incitait les élèves à lire, puisque à chaque fois qu'ils lisaient un livre, ils avaient une sorte de un petit tampon ou comme une petite vignette à collectionner en fonction du livre qu'ils avaient lu. Donc par exemple, ça pouvait être soit en fonction du genre, voilà une BD graphique, un roman graphique, soit en fonction d'un petit détail comme par exemple c'est un livre à la couverture bleue ou c'est un livre dont l'auteur commence par la lettre A et du coup ça a invité les élèves à en lire de plus en plus parce qu'ils voulaient collectionner les vignettes qui allaient avec. La suite, je vous emmène en Australie, où là, on repense l'aménagement de l'espace. Donc là, c'était vraiment repenser comment les enfants s'engageaient, repenser finalement la mission d'école. Et là, on repense l'aménagement de l'espace. Déplacement, voilà. C'est celle-ci. Ouais, voilà, et il faut descendre. Voilà, c'est ça, exactement. Donc là, on est à Sydney, dans une école privée, qui a revu toute sa construction en 2015 avec un cabinet d'architecte à la Northern Beaches Christian School. Et donc, vous voyez, c'est magnifique. Et si on descend encore, vous allez voir un peu l'espace. Donc ça, c'est le hall d'entrée. Et en fait, cette école a été repensée pour être la plus écologique possible. Donc vous voyez des grandes baies vitrées qui permettent de limiter la lumière artificielle et optimiser la lumière naturelle. Vous ne le voyez pas, mais sur le plafond, sur les toits, il y a des panneaux photovoltaïques pour permettre de réduire la consommation en électricité. Et il y a aussi un système de récupération d'eau pour alimenter en eau la végétation qu'on ne voit pas très bien, mais qui existe un peu là et là. Et donc, à la fois l'architecture a été repensée, mais comme l'architecture a été repensée et que les salles sont complètement ouvertes, il a fallu repenser forcément la pédagogie.
Et du coup, ce qui existe dans cette école-là, c'est qu'il y a un centre de formation des enseignants, un centre de formation et d'innovation, et qui permet de former les enseignants à enseigner dans un tel espace. Et du coup, l'enseignement n'est plus du tout, est complètement repensé, plus du tout en termes de discipline, mais en termes de quel type d'activité je vais faire avec mes élèves. Et du coup, on peut avoir plusieurs enseignants en même temps, plusieurs classes en même temps, dans un même espace, mais qui vont faire le même type d'activité. Donc il y a 3 espaces différents. Il y a le premier espace qui s'appelle le point du feu, où là on le voit un peu. Est-ce que je peux décoller un petit peu? Voilà. On a un système des assises en arc de cercle pour permettre justement le moment où on délivre le savoir, que ce soit par un enseignant ou par un autre élève. Les moments un petit peu plus grotte, ils appellent ça grotte, donc des moments un peu plus cosy quand on a besoin de se retrouver seul. Donc ça c'était pour les enfants plus jeunes. Pour les adolescents au collège et au lycée, c'était plutôt des endroits comme celui-ci aussi, plus fermés, plus resserrés, où on est un peu coupé du bruit et du monde. Et enfin, des endroits plus canoës pour les moments où justement on peut travailler en groupe. Et là, c'est ce qu'on peut voir ici, là, où les élèves peuvent justement se retrouver pour travailler. Après cette école en Australie, je vous emmène dans une école aux États-Unis. On est à peu près à l'opposé, qui là nous permet de repenser notre rapport à la fatalité scolaire et au déterminisme social, puisqu'en fait c'est un réseau d'écoles, les Uncommon Schools, qui s'implantent dans des lieux extrêmement défavorisés, avec un public défavorisé, où vous voyez il y a assez peu de minorités ethniques, enfin assez peu de mixité ethnique, excusez-moi, et ces réseaux-là, qui existent dans plusieurs villes aux États-Unis, ont pour vocation de lutter contre le déterminisme scolaire, contre le déterminisme social, et y réussissent. Alors, à quel prix? Est-ce que tu peux nous montrer la vidéo que j'avais prévue? C'est un répétiteur de classe, avec des petites sections, avec des... Coming in so quietly and silently, rather. On a eu un petit décalage, mais du coup, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, les élèves, ils ont forcément un uniforme, mais en plus, il y a un ensemble de règles qui sont extrêmement strictes et posées très très clairement. Et vous voyez, il y a cette sorte d'autonomie très cadrée au départ, où les élèves ont le droit de faire du bruit, mais quand l'enseignant tape dans les mains, c'est totalement terminé et ça s'arrête de manière nette. Là, c'était moins flagrant parce qu'on avait un petit décalage entre le bruit et l'image. Mais, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les filles qui entrent à la porte ont les bras le long du corps, et elles sont en randonnion, et c'est ainsi que les élèves doivent se déplacer dans ces établissements. Donc en fait, ce sont des établissements qui ont une politique de tolérance zéro, avec des punitions assez radicales pour les élèves. Donc on n'hésite pas à donner des ordres de tenue, on n'hésite pas à exclure les élèves, ce qui pour moi est un peu problématique. Mais il s'avère que réellement, quand donc il y a l'université de Stanford qui a mené une enquête auprès de ces élèves-là, auprès des élèves qui appartiennent à ce réseau-là, et qu'effectivement, ils en concluent au final que ce réseau-là arrive à complètement éradiquer les aspects négatifs d'appartenir à une communauté discriminée. Complètement.
et que en fait, ces élèves-là ont autant de chances que n'importe quel Américain, même plus de chances que n'importe quel Américain, d'aller à l'université, d'avoir des bonnes notes au GPA, qui est justement une sorte de baccalauréat aux États-Unis. Et du coup, ça fait quand même énorme. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait réfléchir, et c'est pour ça que je voulais l'introduire aujourd'hui, même si on n'est pas dans l'innovation pure. Mais ça fait vraiment réfléchir. Après, ce qui fonctionne aussi là très bien, c'est que tous les enseignants sont formés aux mêmes techniques. Il y a une sorte de cohérence absolue entre tout le monde va dans la même direction. Et je peux vous dire que je pense que c'était assez proche de ce que moi j'ai comme élève en classe. Il n'y avait pas une minute de perdu durant le cours. Et d'ailleurs, le manager de ce réseau d'écoles qui s'appelle Doug Lemoff, pour lui, il faut que chaque transition soit optimisée pour durer le moins de temps possible, ou alors soit orientée vers un apprentissage. Et donc, par exemple, quand il demande à ses élèves de coller un document, etc., il les chronomètre pour permettre que ça les motive pour aller plus vite, et que du coup, il dit « Ah la dernière fois, on a mis 1 minute, allez, cette fois-ci, on met que 55 secondes », etc., etc. Parce qu'il s'est dit « En fait, tous les moments où il colle, où il découpe, où je distribue, etc., c'est des moments de temps perdus sur la transmission du savoir. Ça, c'est pas possible, parce qu'avec ces élèves-là, on ne peut pas se permettre de faire ça. Parce que de toute façon, à la maison, il n'y aura personne qui leur délivrera le savoir que l'école peut leur délivrer. Et du coup, il faut optimiser tous ces moments de transition. Donc après, on en pense qu'on veut, mais il s'avère que c'est en tout cas sur la question de faire accéder les élèves les plus défavorisés à l'enseignement supérieur, leur donner le choix de l'enseignement, de leur futur, c'est quelque chose qui, moi, m'a fait énormément réfléchir. D'autant que moi, je suis dans un établissement où j'ai 60% de réussite au brevet, 40% de mes élèves qui vont en seconde générale, parmi ces 40% d'élèves qui vont en seconde générale, 11% qui vont en première générale. Donc moi, je vois ça, je me dis quand même, et je ne dis pas que l'enseignement supérieur ou les CAP, les secondes pro, les secondes ST, les secondes techniques, technologiques sont des voies de garage et où il faut absolument aller en prépa pour réussir sa vie. C'est juste que mes élèves n'ont pas le choix de poursuivre des études classiques, entre guillemets, ou de poursuivre des études plus techniques ou plus professionnelles. Ils n'ont pas le choix. C'est pas qu'ils ont tous choisi, il n'y en a que 11% qui ont choisi de poursuivre les études générales. C'est qu'ils n'ont pas eu le choix. Et moi, c'est ça qui, personnellement, me révolte quand j'enseigne à Grigny, c'est de voir que mes élèves ne vont pas avoir le choix plus tard de faire les études, d'avoir les mêmes chances que tout le monde. Voilà, donc ceci étant dit, donc aux États-Unis, vous voyez, j'ai un petit peu changé de registre, parce que en Inde, c'était une école privée, en Australie, c'était aussi une école privée. L'école qu'on vient de voir, c'est une école à CHAP, une Charter School, qui est une école gratuite, mais indépendante, donc un petit peu particulière. Et là, on est dans une école publique, on est à San Francisco, dans un quartier extrêmement populaire, dans lequel il y a des guerres de gangs. Et on est dans une école secondaire dans laquelle il y a 75% des élèves qui sont dans une situation de pauvreté, tant et si bien que l'école, ils ont... en fait, aux États-Unis, pour les élèves qui sont dans une situation de grande pauvreté, l'école fournit le repas gratuitement. Donc là, il y a 75% des élèves de cet établissement qui sont dans cette situation-là, 98% d'élèves de couleur. Et depuis 10 ans, dans cet établissement, ils ont mis en place un dispositif qui s'appelle Quiet Time et qui permet 2 fois par jour de prévoir un petit moment de silence et de méditation. Et on va voir Christelle qui est en charge de ce Quiet Time qui nous parle. Et moi, ça m'a quand même fait une vidéo associée à ça. My first day, I'm originally from Houston, Texas. My first day on the job, I come into the school, and there is a school lockdown. And I'm like, why is there a school lockdown?
Voilà, et du coup, ce qui m'intéresse dans cette vidéo et dans le témoignage de Crystal, c'est le fait de repenser notre rapport au bien-être à l'école, puisque souvent, on se dit, oui, le bien-être des élèves, surtout en France, on verra ça plus tard, une fois qu'ils seront performants à l'école, et c'est pas la priorité. Et moi, je sais que c'est un discours à l'ennemi qui est très prégnant, c'est bon, ben, on va déjà les faire réussir, et puis ensuite, on va savoir s'ils vont bien et s'ils sont pas stressés. Et en fait, ce que Crystal nous dit là, et c'est l'expérience de Crystal et du Quiet Time à la visite chez Middle School, c'est justement de dire, en fait, les deux sont étroitement liés. On ne peut pas avoir des élèves qui apprennent dans un milieu stressé, dans un milieu stressant, et dans des moments où, de toute façon, ils sont en train de réfléchir à comment est-ce que je vais régler mon problème de récréation à la prochaine récréation, comment est-ce que je vais régler mon problème de pauvreté dans ma vie, et du coup, que en fait, finalement, si on ne s'attaque pas aux problèmes et aux compétences qui sont sociales et psychologiques, si on ne s'y attaque pas directement, en fait, l'école va à un moment buter sur des difficultés qu'elle n'arrivera pas à résoudre uniquement par la transmission de savoir. Donc, il faut à la fois, il faut évidemment faire une transmission de savoir forte, surtout pour ces élèves-là, et en même temps s'attaquer directement et frontalement à comment les aider à trouver des solutions à leurs problèmes, comment les aider à gérer leurs émotions, comment les aider à communiquer efficacement, comment les aider à trouver des soutiens en dehors de eux-mêmes quand ils ont des difficultés. Et ça nous invite à justement à réfléchir un peu à la mission de l'école, surtout en France. Moi, je pense qu'on est tous d'accord, on a du mal à se dire que l'école doit accepter l'enfant tel qu'il est et s'attaquer à toute sa personnalité. On arrive déjà à ma dernière initiative qui se déroule à Helsinki. En fait, ça s'appelle donc Buddy School et c'est une initiative, c'est une organisation qui va dans les écoles et réfléchit à comment on peut installer du tutorat entre pairs entre les élèves. Et ça prend plein de formes différentes, c'est ça qui m'a paru assez intéressant. Est-ce que tu peux... Et donc là, vous avez, bon, c'est juste là, j'ai pris des photos que dans une telle situation. Mais j'ai visité 5 écoles qui essayaient d'instaurer plus de tutorat entre élèves. Et la première école que j'ai visitée, c'était vraiment passionnant. C'était une école qui essayait d'intégrer justement des jeunes réfugiés à l'école. Le finnois est une langue extrêmement difficile, c'est une des langues les plus difficiles du monde. Et donc, en fait, ces jeunes adolescents qui arrivaient dans l'école et aider des enfants de CP avec soit en mathématiques, soit avec des petits jeux qui ne nécessitaient pas de parler extrêmement finnois. Et du coup, chacun était responsabilisé, les enfants étaient contents de pouvoir parler un peu finnois, mais ils parlaient moins bien qu'eux, et en même temps, les jeunes réfugiés étaient ravis de pouvoir aider eux qui se sentaient en marge de la société finlandaise. Et du coup, ça donnait à chacun un rôle très valorisant, qui faisait que ça faisait progresser ces jeunes adolescents à une allure fulgurante, parce qu'en plus, ils trouvaient un sens à parler finnois, et que du coup, tout ça était extrêmement efficace. Ensuite, tu es allé dans une deuxième école dans laquelle le projet a commencé vraiment au départ à une petite échelle. Les élèves, les filles se sont dit oui, il y a un club de garçons, nous aussi on peut faire notre club de filles, et donc elles ont commencé à organiser des activités exprès pour les filles le soir. Et puis soudainement après elles ont commencé à en discuter un peu avec les garçons, et puis ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et puis, au-delà de ce club de filles le soir, elles ont commencé à se dire tiens, on va peut-être prendre en charge aussi 1 heure de soutien scolaire par semaine. Donc, ils organisaient, donc à l'aide de cette association Buddy School, ils organisaient un goûter tous les mardis, à la fin d'1 heure de soutien scolaire qui était totalement organisé par les élèves. Et puis, ils voyaient que ça fonctionnait pas mal, etc. Du coup, ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Ils ont commencé à organiser des activités dans la récréation. Pendant les pauses entre midi et 2. Donc les adultes ne prenaient absolument pas à ça, ils étaient juste là pour ouvrir les portes du gymnase, pour éventuellement répondre à certaines questions d'organisation, mais vraiment ça ne dépassait absolument pas cet engagement minimum.
Et puis les élèves se sont dit oui, mais aussi on aimerait bien prendre un peu part à la gestion de la bibliothèque. Donc pareil, ce sont eux qui ont commencé de temps en temps à venir dans la bibliothèque pour aider la documentaliste avec ses ressources, etc. Puis peu à peu, ils prenaient complètement en charge les prêts, les retours, etc. Et ils ont commencé, et ainsi de suite. Et à la fin, ils arrivaient même carrément en classe, comme c'était en primaire, c'était aussi un petit peu plus flexible, à venir assister une enseignante dans sa classe quand ils avaient terminé ce qu'ils avaient à faire. Ils allaient dans une autre classe avec des petits, assister l'enseignante, et ils servaient de professeur assistant. Et du coup, ça c'était pour les élèves extrêmement valorisant. Et ils étaient ravis, ils avaient réussi à créer un petit groupe de 50 buddies qui étaient toujours prêts à aider, toujours prêts à donner un coup de main pour quoi que ce soit. D'ailleurs, ils avaient aussi organisé un parrainage des plus petits. Enfin, c'était eux qui avaient tout organisé et vraiment cette école avait réussi à développer cette dynamique à une échelle qui était, moi que j'ai jamais vu dans aucun autre établissement. Et dans un autre établissement, ce qui m'avait paru intéressant, c'était qu'on avait choisi des élèves vraiment en difficulté pour en faire des buddies pour les plus jeunes. Et du coup, ces élèves-là qui étaient en difficulté, qui ne trouvaient pas vraiment leur place dans l'école, parce que justement ils n'y arrivaient pas scolairement, là d'avoir cette responsabilité des plus jeunes, soudainement ils se sentaient un peu mieux dans leur basket, ils se sentaient un petit peu valorisés forcément, et peu à peu en fait on se rendait compte que ils étaient rentrés dans l'apprentissage alors qu'au départ on se disait ce sont des déboucheurs, c'est complètement perdu pour la cause, etc. Et du coup c'était vraiment des super... vraiment des chouettes façons de faire et qui me semblent pas extrêmement difficiles à reproduire. Et du coup, ce qui arrive à notre conclusion. Et du coup, en conclusion, j'aimerais juste revenir en disant que moi, je ne suis pas revenue avec la recette miracle, clairement pas. Mais il y a quand même quelques petites choses que j'en ai retirées de ce tour du monde. C'est de dire que l'innovation, parfois, ça tient à pas grand-chose. Justement, voilà, ce système de tutorat, c'est pas... on ne demande pas d'acheter 15 000 tablettes et puis de se former tous à une nouvelle application qui vient de sortir. Ça tient parfois à juste repenser notre façon de voir, notre position vis-à-vis de l'élève, etc. Ce que j'ai aussi ce qui a été vraiment frappant pour moi aussi, c'était de voir à quel point l'exigence envers un élève, c'était essentiel et que, alors moi ça m'a parlé parce que je trouve que dans mon établissement, c'est souvent quelque chose qu'on, par souci de bien faire et plein de bonnes intentions, on va mettre un peu de côté parce qu'on va se dire ah bah tiens, cet élève-là qui me rend enfin son devoir, mais qui est tout chiffonné, complètement incomplet, je vais lui dire ah bah tu m'as rendu ton devoir, c'est bien. Et mais du coup, ce qu'il entend, c'est pour toi, c'est bien. Mais bon, on ne peut pas attendre beaucoup plus de toi de toute façon. Et du coup, ça m'a vraiment nourrie parce que je me suis dit que moi j'étais complètement entrée dans ce travers-là parce que j'avais envie de mettre en valeur mes élèves. J'avais complètement oublié que du coup, si je veux les mettre en valeur, il faut surtout que je monte la barre assez haut pour qu'ils puissent avoir un challenge et qu'ils puissent ensuite se sentir fiers de ce qu'ils ont accompli. Et que si la barre est trop basse, ça n'a aucun intérêt. Il faut absolument s'intéresser aux compétences psychosociales, c'est-à-dire tout ce dont je vous ai parlé avec l'expérience de Christophe et de la méditation, c'est tout ce qui est gestion des émotions, connaissance de soi, connaissance des autres, communication, la capacité à se fixer des objectifs. Et en fait, on voit très bien, et il y a beaucoup d'études qui vont dans le même sens, que quand on s'attaque à ça, en fait, les résultats augmentent et que c'est pas une perte de temps de s'attaquer à ça. Que l'école peut être motivante et que ça peut prendre des formes très différentes. Tant qu'on s'intéresse à donner du sens, à donner à nos élèves un sentiment de compétence et à donner à nos élèves un sentiment d'autonomie, de choix
et qu'on les prend en compte. Et ça peut prendre vraiment des formes très différentes de voilà, une école démocratique qui laisse les enfants en pleine autonomie, dans la nature, en plein contact avec le sens, et puis qui laisse les enfants devenir de plus en plus compétents dans une tâche. Ça, c'est le plus extrême, disons, ou le plus extrême par là, je ne sais pas. Mais aussi dans un cours plus traditionnel, un enseignant qui prend le temps de montrer à quel point la problématique qu'il va aborder est essentielle pour comprendre le monde, à quel point elle est actuelle, à quel point elle est complexe, et moi je le vois parce que je suis enseignante de lettres, à quel point ce texte peut être beau. Ça aussi, ça permet de donner du sens à une toute petite échelle, de donner le choix entre plusieurs exercices, entre plusieurs sujets de devoir. Ça aussi, ça permet de donner du sens, de donner un peu d'autonomie aux élèves, juste à une très moindre échelle, mais ça permet quand même d'entrer dans cette voie-là. Et donner du sentiment de compétence, ça peut être aussi faire des petits tests un peu rigolos, des petits quiz avec les élèves qui leur permet de voir qu'ils ont progressé, qu'il y a quelque chose qu'ils ne savaient pas que maintenant ils savent. Et en fait, du coup, c'est vraiment un continuum de ces trois facteurs, sens, autonomie et compétence, c'est les trois facteurs de motivation intrinsèque. Et finalement, c'est vraiment un continuum qui va de quelque chose de très simple à quelque chose de beaucoup plus complexe, qui demande toute une réflexion, et même une réflexion à l'échelle de l'établissement. Et enfin, donc ce que m'a prouvé ces charter schools aux États-Unis, c'est que l'école peut faire la différence s'il y a une vraie cohésion d'équipe et si on fait confiance aux enseignants et aux acteurs de terrain qui connaissent véritablement leur public et leurs problématiques. Et c'est pour ça que moi je suis complètement pour que la révolution vienne d'en bas et pas d'en haut. Et voilà, c'était mon dernier mot. Et du coup, est-ce que vous avez des questions maintenant? Parce que je crois qu'on a le temps de questions. Oui. Comment vous avez choisi ou cherché les écoles? Parce que, Oui. Alors, en fait, je me suis... le fait que j'ai pas eu le temps, en fait, de tout préparer vraiment en amont. Et ça a été à la fois une mauvaise chose pendant un bon bout de temps, parce que j'ai pas accepté cette situation. Et ensuite, après, je me suis dit, finalement, c'était plutôt une bonne chose. Donc, en fait, je me suis aidée, par exemple, en Inde, je me suis aidée d'une association d'une organisation qui s'appelle Ashoka, qui, à travers le monde, identifie des acteurs de changement et identifie des écoles qui permettent aux enfants de s'engager justement dans la société, s'engager dans le monde. Il y en a plusieurs en France, et il y en a une à Bordeaux, mais il y a le collège Christine qui fait partie justement de cette organisation Ashoka. Donc ça a été, l'organisation Ashoka m'a aidé sur pas mal de pays. Et sinon, autrement, c'était parfois justement dans un pays, on me disait « Ah, mais tu vas dans tel pays, il faut absolument aller voir ça, il faut absolument aller voir ça ». Aux États-Unis, j'avais beaucoup de choses, que tout le monde connaissait quelque chose qui se passait aux États-Unis, donc j'avais vraiment beaucoup d'initiatives à aller voir. Moi, j'avais repéré une école que je voulais absolument aller voir avant de partir. Et du coup, j'ai vraiment insisté pour aller les voir. Et finalement, ça s'est fait un peu comme ça, entre moi, mes recherches sur Internet, les contacts avec les gens d'autres pays et les contacts avec les gens du pays qui me disaient « Ah tiens, si tu restes là, peut-être que je peux te mettre en contact avec un tel, passe le voir de ma part, etc. » Du coup, c'était un peu informel comme ça. Et au départ, j'étais plus centrée sur l'innovation. Et ensuite, après, je me suis dit « Bon, ça c'est très mignon, mais en fait, je vais arriver à Grigny, puis ils vont tous me dire « Oui, voilà, c'est sympa, mais nous, on n'a pas de budget. » Et il faudrait que je me centre sur des choses que j'aimerais bien et que je pourrais réellement réinvestir dans ma classe en rentrant et que je pourrais réellement partager avec mes profs en rentrant et mes étudiants en rentrant. Donc voilà, à peu près à la moitié du chemin, j'ai commencé à me dire on va aller plutôt dans des écoles moins favorisées, publiques, etc. pour voir ce qu'on peut y faire. Qu'est-ce que vous avez intégré concrètement dans vos pratiques? Et alors, du coup, voilà, tout ça c'est assez difficile. Ce que j'ai intégré, c'est vraiment la question justement des compétences psychosociales, d'être beaucoup plus à essayer
comprendre l'élève dans son entièreté, disons. Et justement, parce qu'au départ, je m'étais dit, bon, plus jamais je mettrais une heure de retenue parce que ça m'avait valu un bon moment de solitude quand j'étais au Danemark et que les élèves avaient reçu quelques semaines auparavant des élèves des États-Unis, qui venaient des États-Unis, qui leur avaient expliqué le principe des heures de retenue. Et là, ils s'étaient tournés vers moi d'un air de dire, on connaît la réponse. Et ils me disent, mais vous, évidemment, vous ne donnez pas d'heure de retenue. Et là j'ai pris un air très gêné et contrit en disant ben si, ça m'est arrivé quand même. Et du coup, en partant, je me suis dit, mais plus jamais je donnerai 2 heures de retenue, c'est complètement inefficace, ça ne sert strictement à rien. Et du coup, j'ai tenu 2 semaines et en plus, et du coup, il y a des choses avec lesquelles des idées, vraiment des idéaux. Je pense que c'est la même chose quand on devient parent, on a des idéaux. Comme dans le sketch de Florence Foresti, on a des idéaux sur la parentalité, et puis ensuite, après, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, allume la télé, laisse-moi. Et puis, du coup, là, c'est un peu la même chose. Donc, mais j'essaye quand même de tourner ces heures de retenue, par exemple, en moment vraiment de réflexion où l'élève est amené à se fixer des objectifs, à réfléchir qu'est-ce qui a fait que cet objectif-là, quelles sont les difficultés qu'il peut tout de suite anticiper et du coup quels sont les leviers sur lesquels il peut jouer, quels sont les soutiens sur lesquels il peut compter, etc. Donc j'essaye quand même d'amener les élèves dans ces moments-là à réfléchir un peu de manière plus globale à ce qui s'est passé pour faire de la prévention pour la suite et pas uniquement en estimant que cette punition suffira pour les faire comprendre. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré. La question du tutorat aussi, ça c'est quelque chose que j'ai intégré et justement je travaille en lien avec une collègue de SECPAC qui m'a suivi pendant ce tour du monde. En fait, ses élèves m'ont suivi, on se skypait, c'était vraiment chouette. Parce que je me souviens encore quand j'étais à Singapour et que les élèves se rendaient compte que moi, il était 21h alors qu'eux, il était 15h. Ils me disaient « Oh, mais il fait nuit chez vous, mais comment c'est possible ?» etc. Et du coup, on a continué ce lien-là et avec ces 4e et mes 6e, on lance un projet comme ça où ces 4e vont venir dans ma classe pour aider mes 6e à progresser sur des notions de grammaire, enfin, c'est ça. Donc ça aussi c'est quelque chose que j'ai complètement réinvesti. Et après c'est, je dirais, ce lien que j'ai retrouvé dans les pays scandinaves entre l'élève et l'adulte. Parce qu'on se dit, nous, dans des établissements, plus souvent, on a quand même moins peur de mettre la distance avec l'élève, on est quand même beaucoup plus en affect. Mais dans les pays scandinaves, ça va carrément, c'est vraiment, ça va assez loin, on se tutoie, on déjeune ensemble, etc. Et c'est quelque chose que j'essaye aussi d'intégrer un peu plus dans mes pratiques pour essayer de couper la barrière et la distance entre les élèves et moi. Et aussi, du coup, qu'il y ait aussi une empathie mutuelle qui s'installe. Parce que je pense que c'est aussi des sources de malentendus entre nous. Donc voilà. Donc c'est pas des choses très concrètes, mais c'est plus des idées. Est-ce que c'est pas compliqué quand on est dans un établissement apparemment, donc, il y a des idées qui sont complètement différentes de l'équipe enseignante, de notre part. Est-ce que c'est pas difficile, du coup, de trouver une légitimité auprès des autres est-ce qu'il n'y a pas... est-ce que c'est pas plus compliqué c'est ça qui m'intrigue. Oui, je comprends. Après, moi, je suis rentrée dans l'établissement dans lequel j'avais enseigné déjà pendant 3 ans, donc mes collègues me connaissaient et savaient que je n'allais pas rentrer en leur disant « Oui, alors les gars, j'ai tout découvert, c'est bon, maintenant il faut m'écouter et je suis la déesse incarnée. » Même s'il y avait quand même cette attente qui a été aussi difficile à gérer parce que j'ai fait une petite présentation à mes collègues pour leur montrer un peu ce que j'avais découvert. Et du coup, j'ai beaucoup de collègues qui étaient là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour ta classe concrètement? Tu peux ouvrir ta classe? Est-ce qu'on peut venir voir? Etc. Moi, j'étais là, mais moi, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai des idées, mais très clairement, je pense pas qu'en un claquement de doigts, je suis pas magicienne, quoi. Je n'ai pas de baguette magique. Donc, vous allez venir dans ma classe le premier jour, vous allez être extrêmement déçus. Et même au bout d'un premier mois, et même, je pense, au bout d'un premier trimestre. Donc, du coup, il y a déjà ça qui entre en ligne de compte. Et après, moi, il se trouve que j'ai pas eu trop de mal à trouver ma légitimité parce que mes collègues me connaissaient.
Et du coup, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai ramené avec moi, c'est l'idée de faire une plus grande, d'organiser une plus grande collaboration entre les enseignants, parce que moi, je me trouvais très isolée. Enfin, j'avais beaucoup d'enseignants qui voyaient que je faisais des choses, donc qui venaient voir un petit peu, et qui étaient curieux, donc je partageais. Mais finalement, je me rendais compte, une fois un de mes élèves me dit « Ah oui, mais nous on fait déjà ça avec Madame Gori ». Je dis « Mais comment ça se fait que vous faites déjà ça avec Madame Gori, que je ne suis pas au courant ?» Et on aurait dû se mettre d'accord pour utiliser les mêmes outils exactement. Donc là, on fait un groupe de travail qui se réunit tous les 15 jours, on fait des échanges de pratiques. Ça aide aussi à un peu trouver une cohérence, parce que du coup, on peut évoquer des problématiques et essayer de se dire, ensemble, qu'est-ce qu'on met en place tous ensemble, parce que j'ai aussi une équipe jeune qui a envie de bouger, mais il y a des choses qui prennent du temps. Et je dirais, c'est pas tant finalement... Enfin, moi, j'ai trouvé des problématiques très différentes entre... Avant de partir, où je pourrais me classifier comme étant très innovante, j'avais tout testé, et où là, j'étais un peu la curiosité, et les gens venaient me voir pour voir ce qui se passait, et j'avais ce type de légitimité-là. Mais, et quand je suis rentrée, moi j'ai trouvé ça, en fait, pas tant frustrant par rapport aux autres enseignants que par rapport à moi-même, parce que je n'arrivais pas à mettre en pratique ce que j'avais vu. Et du coup, ça a été quand même, là, c'est encore le cas, c'est quand même 1 mois et demi de frustration, de déception quotidienne. Donc finalement, pour l'instant, je n'en suis pas encore à me dire « Ah, mais quelle tristesse, les autres enseignants ne me suivent pas », c'est pour un peu, j'ai envie de dire « Quelle tristesse, je n'arrive pas à mettre en pratique ce que je veux faire ». Et parce qu'il y a aussi tout un cadre qui va autour, et que nous, dans notre carnet de liaison, par exemple, on fait des quinzaines et on est censé coller nos élèves quand ils ont 3 mots dans le carnet. Donc déjà, quand tu pars de ce principe-là, et que tu ne valorises pas les élèves qui, par exemple, n'ont pas 3 mots dans le carnet, parce qu'en fait, on part du principe que c'est normal de ne pas avoir 3 mots dans le carnet, et que c'est punissable d'avoir 3 mots dans le carnet, déjà, on part dans un système qui part sur des, pour moi, qui part sur des mauvaises bases. Et là, nous, on a eu un cas qui a donné lieu à un conseil de classe là, il y a quelques semaines, d'une élève qui a qui était aveuglée par la colère, et qui, aveuglée par la colère, a jeté des chaussures sur un prof, qui en fait, elle visait un élève qui était derrière la prof. Mais donc du coup, bon, 2 fois, elle le fait. Et moi, ça me semble sidérant qu'on arrive à un conseil de discipline sans avoir eu un seul moment de médiation entre l'élève et la prof, pour que la prof puisse exprimer son choc, son traumatisme, sa douleur à l'élève, pour que l'élève puisse se rendre compte, parce que l'élève s'en est absolument pas rendu compte, parce qu'elle a l'habitude de cette violence-là, de réagir comme ça à ses émotions. Donc elle est venue peut-être 2 jours après avec ses copines en disant « Ah, désolée madame, pour la dernière fois », et puis elle est repartie. Donc la prof était encore plus choquée de dire « Mais elle se rend pas compte, mais c'est complètement dingue, etc. » Du coup, elle a commencé à liguer les profs contre l'élève, et donc cette discipline est devenue une sorte de vengeance de la prof contre l'élève, et il faut absolument exclure l'élève, alors que à un moment, si on avait pris le temps d'entendre la douleur de l'enseignante, de faire en sorte que l'élève entende la douleur de l'enseignante, tu n'aurais pas eu ce moment de justice, de vengeance personnelle au moment du conseil de discipline, et ça aurait pu être juste le moment de la justice où on sanctionne l'élève pour son acte et pas pour ce qui va en plus de ça. Et du coup, c'est ces moments-là où je me dis, je préférerais enseigner en Suède, quoi. Mais parce qu'il n'y a pas tout ce cadre-là contre lequel, moi, avec mes... Enfin, c'est aussi apprendre, cette réponse est très très longue, mais c'est aussi apprendre à ne pas se battre contre des moulins à vent et se faire la limite entre ce qu'on peut changer soi et ce qu'on ne pourra pas changer. Et ça, c'est aussi un apprentissage qui est lourd, notamment. C'est pas justement là-dessus que tu as essayé de faire bouger les choses en disant voilà, est-ce qu'on pourrait pas revoir ensemble le règlement et tout ça, et c'est là, est-ce que ça n'a pas eu des confrontations? Oui, effectivement, là-dessus, moi je sais que je suis entendue. Ouais, je suis entendue de 2 autres collègues. Les autres collègues ne comprennent pas que je puisse avoir cette position qui, pour eux, est laxiste. Et là, moi je suis là, je pense que c'est une plus grande responsabilité, et c'est encore plus difficile pour l'élève de se rendre compte de la douleur qu'elle a créée et de s'excuser pleinement en prenant en charge la douleur de l'autre. Moi, je trouve ça beaucoup plus difficile de faire ça que
de lecture pendant 6 jours ou elle va jouer à la console pendant 6 jours. Enfin, je trouve pas ça du tout laxiste, mais cette position est assez difficile. Du coup, c'est pas éducatif. Non, bah ça, on Enfin, peut pour pas elle, du tout. Non, pas pour progresser. elle, pas du tout. Et, mais après, mes collègues disent, mais oui, mais c'est aussi pour les autres, c'est une valeur d'exemplarité. Enfin, moi, je suis là, on va parler de théorie, quoi, non plus. Mais ça, c'est vrai que cette culture-là de répression, moi, j'essaie vraiment fermement de lutter contre, mais c'est vrai que c'est ces moments-là, effectivement, où je me rends compte qu'il y a des tensions, que je ne peux pas tout faire. Poser comme une question. Ah bah, on en a 5 minutes. 75 jours. Non. Est-ce qu'il y a une trace, parce que vous parliez du partage de cette expérience dans votre établissement avec les élèves dans votre classe, est-ce qu'il y a une trace de ce travail-là pour que ce partage s'élargisse par rapport à d'autres établissements, d'autres collègues ou des gens? Bah, en fait, il y a un site sur la... Bah, voilà. Stories of Inspiring Teachers. Et il y a des choses en anglais et des choses en français. Il ne faut pas se laisser intimider par, par le fait que ce soit en anglais là. Est-ce que... Bon, Je montre pas les fringues. bah, non, c'était juste peut-être qu'on puisse le voir dans le chat. C'était un peu zoomé, mais... Ouais, je sais pas. Et... Ouais, Inspiring Inspiring Teachers. teachers. Et après, là, je suis en train de rédiger un livre. Justement, moi, je Voilà. conseille une publication. Oui, il y aura une publication, j'espère, la rentrée prochaine. Mais c'est en cours. Pas très vite, ça fait un petit peu. Oui, j'avais une autre question. Oui, je me doutais. Comme vous avez une question, j'ai pas oublié. Est-ce que vous ne trouvez pas des réticences? Est-ce que le système le système scolaire dans le public n'est pas trop verrouillé et qui fait un blocage contre toutes ces techniques innovantes et tout ça? Bah alors, comme je ne connais pas le privé, je ne peux pas savoir la différence qui peut exister, mais j'imagine que dans le privé, il y a plus d'autonomie. Donc j'imagine qu'effectivement, si on a un chef d'établissement qui est volontaire, on peut avoir... mais dans le public, c'est la même chose finalement. Si on avait un chef d'établissement qui était plus volontaire, nous, notre chef d'établissement, elle est pas Pas forcément. forcément. Enfin, nous, on est beaucoup du privé et pas forcément. Oui. C'est-à-dire pas forcément. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu une expérience comme la tienne. Je suis partie en Espagne l'année dernière pour un voyage professionnel. Et alors, pour le coup, j'ai l'appui d'un directeur sur les choses que je mets en place. Mais il y a quand même un cadre et une rigueur qui sont là et sur lesquels on n'arrive pas à lutter. Bah, Et ça, c'est la rigueur et le cadre de la France et de l'administration française. Mais pour qu'on arrive à révolutionner ça, il faut qu'on y aille tous. Mais après, voilà, dans le privé aussi, les directeurs, ils ont Il faut être suivi par leur un mission. Voilà. Oui. Mais après, c'est vrai que justement... Comme dans le public, il y a vraiment l'inspecteur qui... Mais on n'a pas un inspecteur, on est vraiment Ils sont Bah, présents. on est au début, par rapport à l'éducation nationale, on regarde au sein de notre établissement. Les inspecteurs viennent aussi dans le privé. Oui, non, ils viennent voir, Mais Ils ne sont pas plus laxistes. ils vont moins mettre la pression sur les façons de faire. Ils imposent pas Et la... on a une liberté pédagogique peut-être. Une liberté pédagogique. Moi, j'en sais rien. Alors, Bah, c'est un peu dur dans le public. Et l'inspecteur n'impose pas, Non. plus que dans. Enfin, je sais, Non. Je ne savais pas que ça impose plus. C'est juste qu'il y a eu cette pression au moins de l'inspection. Mais bon, maintenant ça va disparaître, tout va bien. Quoi. Non, par contre, ce qui a changé, je pense que c'est la pression en fait, avec tous ces outils technologiques, Internet, etc. On nous demande de plus en plus d'informations, de plus en plus de remontées. Et alors là, sur le directeur, ça pèse, qui après pèse sur nous. Voilà, et voilà, tout ça, et ça prend beaucoup de place et beaucoup de temps. Il y a des choses qui sont certainement intéressantes, mais quand même pas la vie de l'école. Enfin, pour moi, c'est pas la vie de l'école. Donc bon, voilà, donc je pense qu'on n'arrive pas encore à bien doser cet outil qui peut être très performant et très utile, mais qui peut
Fois, moi, je suis un peu vieille école, hein, mais c'est un peu trop d'informations, Je dis, ça, on est là pour autre chose, on est là pour près des élèves, on est là pour faire effectivement la médiation, enfin, travailler comme ça avec les élèves. Moi, je dirais, oui, parce que c'est chez les France. Enfin, là, je pense que, moi, je suis en petite section maternelle, donc j'ai pas vu ça, mais tous mes collègues ont dû rentrer le truc des évaluations nationales, effectivement, plutôt que de passer du temps auprès des élèves. Alors, ça marche très bien, hein, les évaluations nationales. On a très très longtemps qu'on les fait, donc, mais là, je sais pas, ils avaient mal adapté la plateforme, etc. C'était beaucoup de temps. Et donc, on est un peu dessus là-dessus. Mais c'est un ressenti. Mais c'est un ressenti qui part de plus loin. Quoi. Je veux dire, on nous demande de plus en plus de choses qui ne sont pas au cœur de notre métier. Après, ce que je dirais peut-être, c'est que dans le privé, il y a peut-être plus la pression des parents que dans le public. Donc, c'est une pression différente finalement. Et que si dans le privé, enfin, je ne sais pas si vous êtes en primaire ou secondaire. Primaire, voilà. Alors ça, je trouve qu'il y a en plus encore vraiment, enfin, moi, de ce que j'ai vu et de ce que je ressens quand je discute avec les parents, c'est ok, dans le primaire, on est d'accord pour le bien-être de nos enfants, par contre, dans le secondaire, non, on a quand même envie qu'il entre avant 4, donc il fait son prépa. Donc du coup, là, on va peut-être arrêter les innovations, avant que ça puisse y avoir 20 au bac. Et du coup, je trouve qu'il y a peut-être plus de liberté dans le primaire, parce que les parents sont de plus en plus sensibles à ça, au bien-être de l'enfant, à voir que les enfants ne sont pas tous épanouis dans un cadre très strict, etc. Par contre, au collège, non. Enfin, on va arrêter les conneries. Et d'ailleurs, les écoles démocratiques s'arrêtent au collège, toutes les innovations s'arrêtent au collège. Et à un moment, on va se mettre à bosser, quoi. Et ça, du coup, je trouve qu'il y a vraiment des pressions différentes des parents. Mais je pense qu'au privé, ou même dans un public, nos parents nous font extrêmement confiance à l'institution, aux profs. Et du coup, on n'a aucune pression, mais j'imagine, enfin, j'entends parler d'autres parents qui sont aussi très demandeurs, ce qui n'est pas trop de perte de temps. En gros, il y a plus d'autonomie, par contre, c'est dans les écoles privées hors contrat. Ah oui. Et donc, comme celle-ci, par exemple, ou comme Grandir et être soi, qui va présenter. Et moi, je trouve une des forces de. Bon, ça a des défauts, notamment les coûts, et donc c'est pas accessible, coûts financiers, donc pas accessible à tout le monde. Mais un des avantages, je trouve, de ces écoles qui ont du coup une parfaite autonomie, c'est qu'elles peuvent innover à leur goût, et du coup ensuite venir nous inspirer. Nous qui sommes peut-être pas dans ces écoles-là,